Bonjour Ingrid. Bonjour Olivier. Je suis très heureux de faire votre connaissance. Également moi-même. Vous êtes chef cuisinier. Oui, je suis chef. Alors parlez-nous un peu de votre métier. Alors moi je suis chef un peu atypique puisque je n'ai pas en fait de lieu physique puisque je travaille dans un laboratoire culinaire. D'accord. Et les prestations que j'offre sont plutôt en B2B, donc plutôt avec les entreprises, les institutions, les ONG et autant en France, enfin, dans l'Hexagone qu'à l'étranger. Et quelles sont vos spécialités culinaires? Alors en fait moi je m'amuse à réinterpréter en fait les cuisines traditionnelles. De quel pays? On va dire plutôt l'Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest. Voilà, mais que je réinvente à ma sauce, justement, c'est le cas de le dire, et avec des nouvelles techniques de cuisine que nos mamans n'utilisent pas en fait dans les pays africains. Ah oui. Et aujourd'hui, c'est quoi les grandes tendances culinaires C'est plutôt que vous imposez? Alors en fait, moi ma cuisine c'est plutôt une cuisine afrofusion, donc ça veut dire que on va prendre des produits surtout de l'Afrique, qu'on va fusionner avec les légumes d'ici, ou alors les techniques de cuisson. On peut faire aussi de l'afrofusion afro-africaine, c'est-à-dire que je peux travailler un produit rwandais cuit à la façon ivoirienne ou vice-versa. Ah c'est oui. un peu ça les tendances aujourd'hui. D'accord. Prendre un produit ivoirien, lequel? La noix de cajou, puisque le Côte d'Ivoire est premier producteur de noix de cajou. Donc aujourd'hui, moi, je fais aussi de la R&D, de la recherche et du conseil, puisque je travaille à Groupe Paris-Tech avec des ingénieurs agronomes, où je transforme la noix de cajou en cajounade, et en ce moment, on est en train d'expérimenter le cajou en fromage. Ah, du fromage de cajou. Oui, du fromage Ah oui. de cajou. C'est surtout un produit qui est excellent pour ceux ou celles qui sont intolérants au lactose. Et puis, c'est aussi la noix de cajou, c'est aussi un très bon produit contre le diabète. Et puis, quand vous le mangez, ça vous remplit vite l'estomac. Du coup, vous êtes à satiété très rapidement avec la noix de cajou. D'accord, d'accord. C'est un produit qui est vraiment très mature, qu'on peut transformer en huile, en vinaigre, en bière, en crème, comme moi avec la cajounade que j'ai créée. Voilà. Beaucoup de dérivés et évidemment les apéritifs que tout le monde connaît. Sauf que aujourd'hui, ils ne sont pas enrobés que de sel, ils sont enrobés aussi de cacao de Côte d'Ivoire, de gingembre, etc. Plein de parfums. Moi, je suis passionné par le gingembre. Hein. Ah oui, alors, ça si vous voulez existe. me donner une recette là, tout de suite. Là, en fait, on fait torréfier la noix de cajou qu'on va enrober en fait avec du gingembre confit. On le fait sécher et ça vous donne une noix de cajou au gingembre. Ah oui. Et on le mange encore en En apéritif. Ah, c'est excellent. Voilà. C'est excellent. Aujourd'hui, on a beaucoup de transformateurs en Côte d'Ivoire qui travaillent vraiment ce produit et qui font qui expérimentent de plusieurs manières cette noix. Et ça a vraiment une valeur ajoutée en fait dans notre cuisine aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que la noix de cajou elle commence à devenir quelque chose d'incontournable, un petit peu comme la tchoké. Ah oui, ah oui, formidable. Si vous êtes là, c'est quand même pas par hasard. Non, je suis là aujourd'hui, j'ai été invitée pour la journée des femmes à l'ambassade de Centrafrique. J'ai mangé d'excellentes choses que je ne connaissais pas. J'ai découvert plein de bonnes recettes et c'est Nicolas qui m'a invité aujourd'hui à fêter avec son excellence, monsieur l'ambassadeur, la journée des femmes à l'ambassade du Centrafrique. D'accord. Vous habitez en France, vous faites de la fusion de la cuisine africaine. La cuisine fusion. Et ma question, qu'est-ce que vous avez importé dans votre cuisine qui vient de l'art culinaire français ou européen? Quasiment tous les produits, du topinambour, les radis noirs, je fais aussi des frites de manioc, mais avec la sauce curcuma, avec du bon fromage, de la crème, enfin, plutôt ma crème de curcuma avec de la crème de Normandie. Voilà, toutes ces choses-là, on fait des mixtures, mais avec soit les tubercules de chez nous, on fait aussi des gratins d'igname à la française, ben oui, des croquettes d'igname aussi avec de la sauce tomate, une béarnaise et tout ça. Donc, vraiment, on peut faire des mix super intéressants. Et ce qui est bien, ce que moi j'adore dans ma cuisine, c'est que tout le monde s'y retrouve à un moment donné, parce que par exemple, j'étais allée à l'ambassade de Grande-Bretagne, je leur ai fait manger du foutou banane. Ah oui? Oui, mais parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Oui. Et quand je leur ai dit que c'était de la banane, quand vous leur parlez de banane plantain, ah oui, ça leur revient, mais sous cette forme-là, ils ne la connaissent pas. D'accord. Voilà, donc voilà, je m'amuse un petit peu, voilà. Franchement, je m'éclate, je m'amuse à faire des trucs de genre. Mais c'est vraiment super parce que les gens sont toujours étonnés de voir que, ah ben oui, en fait, déjà,
c'est des goûts Qui ne connaissaient pas. Ouais, voilà. Mais très vite, en fait, ils se Ce goût l'approprient. sucré-salé Voilà. mélangé. Mais très vite, en fait, ils se l'approprient et ils commencent à se dire, ah oui, demain, je pourrais dire que j'ai mangé du foutou balade ou de la tchéké, voilà. Et c'est ça qui est génial, en fait. Merci infiniment. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci, Olivier. Bonjour, Manuela. Nous sommes très heureux de faire votre connaissance. Vous êtes écrivaine. Vous écrivez pour qui? Moi, j'écris pour les enfants, mais pas que. Et d'où vous êtes venu cette passion de vous mettre d'un coup comme ça à écrire? C'est la technologie avec les parents. Donc, on est initié à la lecture. Et comme j'aime bien lire, à la langue des termes qui viennent de choisir. Mais là, vous n'avez pas fait écrire, c'est des bandes dessinées que vous avez. Oui. Et montrez-nous cette bande dessinée là. La première, le tome 1, qu'est-ce que vous faites voir? Alors, vous avez déjà celui-là Oui. que j'ai fait de mes propres mains, à main levée, Ah oui. et que j'ai décidé d'écrire parce qu'en voyant une situation avec les enfants, j'ai eu envie de le raconter. Voilà. Et donc ça, c'est toujours l'aventure de Matteo et Maëlie. Mathéo et Maëlie. Rédiger, dessiner, parce que vous cumulez plusieurs arts, vous, hein. Vous écrivez, vous dessinez, et puis vous faites quoi d'autre? Alors, je décide, mais je précise que celui-ci, Oui. j'ai eu un coup de main d'un dessinateur. Mais on ne le voit pas, montrez-le nous. Vous le voyez, on ne voit pas celui-là. Vous dites- Celui-ci. Ah oui. Celui-ci a été dessiné par Saint-Cyr Gabiro. Il m'a donné un coup de main. On a travaillé en collaboration. Parce que c'est son métier, c'est sa passion. On a partagé ensemble. Comment il s'appelle? Saint-Cyr Gabiro. D'accord, c'est un artiste C'est un connu. artiste qui n'est pas connu, malheureusement, mais qui fait ça par passion et qui m'a donné un coup de main. Et qui vous a aidé à illustrer J'ai illustré le... celui-ci. D'accord. Parce que je voulais que mes personnages ressemblent un peu à moi-même. Ah oui. Voilà. Alors, moi, je me dis, mon petit doigt me dit qu'au fond, vous voulez raconter un peu aussi votre histoire, non, dans cette affaire? Oui. Parce que je suis une enfant. Oui. Parce que c'est important de rester une enfant. Oui. Parce que les enfants ne se posent pas trop de questions. Ils vivent leur vie, tout simplement. Ils avancent. Ils avancent. Ils Ils avancent. posent des questions, Ah, certainement. mais pas des questions embêtantes. Voilà. Mais ils sont là pour apprendre, mais surtout pour s'amuser. Et moi, j'aime m'amuser. Donc, vous êtes originaire de Centrafrique. Tout à fait. Vous êtes né à Bangui. Oui. D'accord. Vous êtes venu en France très jeune, Ta mère qui m'a avec 14 ans. Et vous n'avez pas oublié votre sango, parce que d'après ce que j'ai compris, vous avez traduit votre livre en sango. Alors, je précise que ce n'est pas moi qui l'ai traduit, parce que j'ai un peu oublié quand même, mais j'ai appris à parler ma langue et je veux que tout le monde parle cette langue, parce que c'est la langue nationale. Et D'accord. c'est très important de garder cette richesse, ça fait partie de notre culture. Oui. Et donc, la version traduite en sango, elle n'est pas encore en vente. Elle est déjà en vente, mais elle est en rupture pour l'instant, mais elle est encore en train d'être imprimée. Ah oui. Voilà. Donc, une bande dessinée en français est déjà traduite en sango. C'est Voilà. formidable. Dites-nous un bonjour en sango. Vibara, Mbara, quoi. ça veut dire je dis bonjour à tout le monde. Ah oui. Salut tout le monde. D'accord. Et là, vous travaillez sur le tome 2. Je travaille sur le tome 2 D'accord. de celui-ci. D'accord. Donc, les aventures de Mathéo et Maëlie, la maternelle. D'accord. Ah oui. Il se passe plein de choses à la maternelle. Plein de choses à la mettre. C'est la découverte, Découvrir. la communauté. Voilà, c'est Voilà. ça. Ouais, C'est comment on ça. vient. Ah ben, c'est formidable. Et donc, vos prochains projets, c'est quoi? Mes prochains projets, ben, c'est pour continuer les aventures de Mathieu et Maëlie Oui. jusqu'à Jusqu'à ce qu'ils grandissent. Jusqu'à ce qu'ils Mais grandissent. j'aimerais qu'ils restent petits quand même. Puis garde le âme d'enfant. Exactement. Merci infiniment. Avec plaisir. Merci. Merci à vous. Bonjour Nadine. Vous êtes du réseau Awati. Qu'est-ce que c'est le réseau Awati? Alors, Awati en langue sango, qui veut dire Awaliatou Bayere, en français, les femmes chassent la pauvreté. C'est un réseau d'entraide et de solidarité en l'entrepreneuriat de la femme centrafricaine. Ah, vous êtes des sectaires, vous? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas d'homme avec vous. Si, il y a
des hommes qui nous accompagnent, mais c'est plus un réseau qui parle de l'entrepreneuriat de la femme. Non, en fait, je vous taquine un peu. Nous sommes bien sûr le 8 mars, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce que vous faites concrètement dans le réseau Awati pour l'entrepreneuriat des femmes? Alors, Awati, pour l'entrepreneuriat de femmes, on travaille plus avec les femmes qui sont dans le secteur informel. 80% de l'économie centrafricaine est constituée par des femmes, mais des femmes qui, dans leur coin, dans le secteur informel, font beaucoup de choses, mais du point de vue national, sont méconnues parce qu'elles sont dans le secteur informel. Et Awati essaie d'accompagner ces femmes-là en leur apportant une visibilité, en mettant en honneur le savoir-faire de ces femmes-là. Awati accompagne aussi ces femmes à sortir du secteur informel vers le secteur informel par les démarches, parce que beaucoup ne savent pas qu'est-ce qu'on les dossiers à constituer. Donc Awati les accompagne à leur expliquant. Awati essaie de créer un réseau autour de ces femmes. Vous savez, on est au 21e siècle et le monde en ce moment fonctionne plus en réseau. Et en réseau, on est plus fort que tout seul. Awati organise des ateliers. Oui, mais vous, votre rôle d'Awati, c'est quoi? Moi, je suis ambassadrice. Et une ambassadrice, elle fait quoi? Une ambassadrice, je promouvois Awati à travers le monde entier. Je vais vers le public pour expliquer concrètement le rôle de Awati, qu'est-ce que Awati peut apporter comme contribution à l'entrepreneuriat de la femme centrafricaine. J'essaie de vendre Awati, parler de Awati à ceux qui ne connaissent pas Awati, pour que celles qui sont intéressées par ce réseau-là puissent nous rejoindre et vous aider. Et tout à fait, on s'entraide au niveau de Awati. Et vous avez quoi comme combat que vous menez aujourd'hui dans votre combat d'association de femmes et tout en Centrafrique? Vous faites quoi? Je suis présidente d'une association qui s'appelle Action Solidaire. C'est une association qui lutte contre la précarité menstruelle. J'ai décidé de faire de ce sujet mon cheval de bataille pour la simple raison que beaucoup de jeunes filles décrochent à cause de cette précarité menstruelle parce qu'elles n'ont pas la possibilité de s'acheter de protection hygiénique, parce qu'elles n'ont pas assez de connaissances sur ce que c'est que la précarité menstruelle, les règles, l'hygiène menstruelle. Et moi, j'accompagne ces filles par des ateliers, des séminaires, et j'essaie d'expliquer à ces jeunes filles-là et même à l'opinion publique que les règles n'est pas qu'une histoire de femmes et que les règles ne sont pas une fatalité. Parce que quoi, en République centrafricaine, une femme qui a ses règles, c'est un tabou, c'est quoi? Ah oui, les langues ne sont pas encore déliées. Beaucoup ont honte de pouvoir parler de ce que c'est que les règles. Ah oui? Beaucoup ont honte d'aller dans un magasin s'acheter des protections hygiéniques. C'est un sujet pour lequel, oui, comme on le dit, tabou, un sujet pour lequel on ne peut pas en discuter en public. Et du coup, les jeunes filles qui sont en période menstruelle ne vont plus à l'école? Beaucoup, la majorité, parce que je ne me suis pas levée comme ça pour mener ce combat-là. Ah oui. J'ai commencé par faire une enquête au niveau des lycées et il est ressorti de mon enquête que beaucoup, une fille sur trois décroche justement à cause de cette précarité menstruelle. Et nous sommes en 2021, quoi. Oui. La précarité menstruelle ne devrait pas être une cause des causes de décrochage, de déperdition scolaire. Wow. Parce qu'elles n'ont pas assez de notions sur les règles, sur l'hygiène menstruelle, comment faire pour se protéger.
Oui. Et moi, tout ça, j'essaie au quotidien d'expliquer à ces jeunes filles-là le calcul des cycles, comment se protéger quand on a quand on Oui, a ces oui. règles, quelle hygiène adopter, quel D'accord. type de protection hygiénique utiliser. Et, hum, et aussi, quand on parle de précarité menstruelle, dans les lycées, il n'y a pas de toilettes. Donc, ce qui fait que Ah oui. ouais, quand elles ont les règles, ben, même si elles ont des protections hygiéniques, mais elles n'ont pas un endroit adéquat où elles peuvent se changer et revenir au Et donc, cours. parmi une de vos actions, par exemple, c'est de financer la construction de toilettes ou des choses comme ça dans les collèges et lycées? C'est en fait, déjà, l'une de mes priorités, Hmm. c'est que l'achat des serviettes hygiéniques puisse être subventionné pour cette couche de population moyennant une somme Contribution symbolique, oui. symbolique, quoi. Hmm. Et que dans les lycées et les collèges, il y ait des protections hygiéniques de secours en permanence pour que quand on est à l'école et que les règles surviennent, qu'on soit en mesure d'aller à l'intendance, se procurer des protections hygiéniques pour se changer et aussi construire des toilettes adéquates qui permettraient aussi à ces jeunes filles de se changer, mais aussi d'évacuer Bien sûr. ces déchets-là, Oui, parce oui, que oui. Le tout on n'est voit pas de partout, l'utiliser, mais après, où est-ce qu'on les met? où est-ce qu'on les met, où est-ce qu'on oui, on les évacue. Et donc, ça, c'est l'une de mes préoccupations. Et la chose où je suis fière, parce que j'ai amené mon pays à célébrer la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Ah, ça, Vous le c'est bien. savez, chaque Bravo. le 28 mai, il y a une journée dédiée à l'hygiène menstruelle Ah oui, qui je a savais été pas. mise en place par Je découvre. l'OMS en 1994. Donc maintenant, chaque 28 mai de chaque année, il y a ce qu'on appelle la journée mondiale de l'hygiène menstruelle qui est célébrée partout à travers le monde entier. Et ça, c'est Merci, l'une de mes merci. fiertés. Ah oui, ça, vous pouvez être fier. Dites-moi, les prochains combats, c'est quoi? Quel est votre projet, vos combats, votre programme d'action pour les mois qui viennent? Mes programmes d'action je suis justement en train de préparer cette journée-là qui approche à grands pas. Je vais faire ce qu'on appelle la caravane menstrue libre, Wow. c'est-à-dire sillonner tous les quartiers. Pourquoi De pas quel? De Bangui? oui, de Bangui, Bangui. parce que Focalisez votre action je sur me Bangui. focalise plus sur Bangui qui est voilà La capitale. la capitale. Pas que Bangui, hein, toute la République centrafricaine. Oui, mais vous, votre action, c'est que Bangui pour l'instant? Non, c'est pas Bangui. Je oui. travaille aussi Dans quel en autre province. En province. Mais où? Mobile. Ouais. L'année dernière, j'ai été fêter la journée mondiale de l'hygiène menstruelle à Damara, qui n'est pas dans la capitale. Donc, voilà, dans mon prochain combat. Là, je suis en train de préparer la journée mondiale de l'hygiène menstruelle via la caravane menstrue libre. Mais aussi, j'aimerais toucher la femme qui est au fin fond du village, parce que c'est elle qui est la plus concernée, qui n'a pas cette possibilité d'avoir toutes ces informations. Et c'est pas évident parce que je suis pas en République centrafricaine. Oui, Je fais des allers-retours. allers-retours Ouais, et la c'est vrai. situation aussi politique qui ne me permet pas d'aller jusqu'au fin fond. Mais petit à petit, je commence à toucher l'arrière-pays Merci. et c'est ça mon souhait, quoi. Merci infiniment. Vous menez un noble combat. Merci Et nous à allons vous. contribuer de notre manière, hein, tout doucement, à faire connaître votre action. Merci. Et vraiment, c'est une belle action. Vraiment, félicitations. Merci. Bonjour Sylvaine. Bonjour. Vous êtes aussi membre de l'association Awati. Oui. Et qu'est-ce que vous faites dans Awati? Dans Awati, comme tout le monde, on prête main forte
on prenne main forte un peu pour se faire avancer les unes les autres. D'accord. Voilà. Dans la vie, je suis menuisière. Menuisière. Oui. Waouh. Je suis menuisière, je fais des meubles sur mesure pour des particuliers. D'accord. Je fais aussi de la sculpture, je sculpte des bijoux, je fais plein d'accessoires, des lampes, tout. Avec le bois. Et vous avez toujours fait ça? Non, j'ai pas toujours fait ça. J'ai commencé par faire des études d'administration économique et sociale. Ensuite, j'ai fait un peu de photo. Et après, je me suis formée en étant adulte pour faire la menuiserie. Travailler le bois. Alors, le bois, travailler le bois, c'est pas anodin. Qu'est-ce qui vous a amené au bois? Parce que je vous ai vu, vous avez un appareil photo, vous faites de la photo, vous êtes en train de filmer plein de gens ici, et vous avez fait de la photo aussi, mais pourquoi le bois? Le bois, c'est ce qui me rapproche, ce qui m'a rapproché le plus de moi. Ça m'a permis de me rapprocher de ma langue, parce que en essayant de nommer les choses avec ma langue maternelle, parce que c'est vraiment autour de... Je sais pas, ça m'est venu comme ça, en nommant ma voix Kéké-Concept, qui veut dire bois, Kéké qui veut dire bois en sambo. Je suis partie de fil en début en me disant, les formes que je donnais aux objets, en fait, étaient souvent des formes de la nature. Et du coup, ça me rappelait souvent des mots en sambo. Donc, du coup, me rappelant ça, en fait, ça m'a ramené chez moi, ça m'a permis de m'intéresser à la forêt, à la nature, au bois, à comment ça fonctionne. Et en fait, ça m'a complètement ramené chez moi. Et qu'est-ce que vous avez redécouvert par le bois en revenant chez vous? La vie, en fait. C'est-à-dire? Toute la vie, tout l'écosystème qui est tout autour du bois, comment tout un peuple peut vivre juste autour de la forêt, juste en entretenant une forêt, on peut vivre. On fait tout avec une forêt. Et moi, je trouve ça génial que le bois, même en étant coupé, en étant coupé et en étant soi-disant pas vivant, mais voilà, il ne pousse pas, on peut continuer quand même à faire des choses, quoi. Et ça, je trouve ça génial. Et c'est surtout qu'avec le bois, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on se dit, bon, voilà, je vais faire ça. Non, c'est une collaboration à chaque fois. Et ça, je trouve ça génial. Ah oui, parce que ça vous permet aussi de revivre la collaboration avec d'autres. Avec d'autres, oui, avec d'autres, avec moi-même, avec le bois, oui, en ce moment, je travaille pour une boîte de scénographie. J'ai fait ça de scénographie. On fait des mâles, on travaille pour des grosses boîtes, pour l'étranger, des trucs hyper fins, Moi, j'avais besoin en plus d'aller, parce que ça faisait plus de 10 ans que je travaillais toute seule, j'avais besoin un peu d'aller me challenger un peu, de travailler avec d'autres personnes, voir si j'avais vraiment le niveau ou pas, parce que on devient vite confortable, quoi. Donc oui, ça s'arrête jamais. Et alors, aujourd'hui, vous fournissez à des particuliers sur commande, c'est ça? C'est quoi le processus? C'est eux qui amènent un design et puis vous leur répondez ou c'est co-construit? C'est co-construit, c'est-à-dire que généralement, ils m'appellent pour me demander quelque chose et puis moi, on se voit, on en discute et je leur propose selon leur désir quelque chose qui leur convient, et je leur fais 2 dessins et ils me disent si ça va pas et puis voilà, on a les retours comme ça et après on choisit. Alors on essaie de prendre les matériaux qui sont autour de nous généralement. Alors sur quel bois vous travaillez en France par exemple? En France, j'ai travaillé avec du bouleau, avec du chêne, avec du pin, avec du MDF des fois pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent mais qui veulent quelque chose de bien. Surtout aujourd'hui, on travaille beaucoup le MDF, mais j'essaie d'éviter. Le MDF, c'est quoi? C'est un bois recomposé. Ah oui, du bois aggloméré. D'accord. Alors, une dernière question quand même. Si demain vous avez à écrire votre testament, c'est pas tôt, hein, vous n'y êtes pas encore, mais qu'est-ce que vous voulez laisser à la postérité?
qu'est-ce que je veux laisser à la postérité? Une forêt que j'entendais, une belle forêt où il y aurait tout, quoi. Une belle forêt où il y aurait tout le processus où un arbre grandit, on en prend soin, on en fait quelque chose, et tout un village qui vit autour. Ça, c'est un grand rêve pour moi. C'est votre rêve, ça. Ouais. Ah oui. C'est votre rêve. Vous avez déjà commencé une petite forêt en Centrafrique? Je commence là, j'y travaille là. Ouais. Awati m'aide beaucoup pour ça. Ah ben, félicitations. Merci. Merci. Bonsoir Boris. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est le 8 mars Oui, et deux femmes ont marqué ta vie, deux grandes dames. c'est ça. Qui sont-elles? Alors, nous allons commencer par ma maman. Oui. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Jeanne de Chantal Wodobodé. D'accord. Ma mère. Oui. Et puis, la deuxième, Georgette Florence Coït de Ballet. Alors, si je comprends bien, c'est parce que tu montres deux livres, c'est deux dames qui écrivent. Oui, c'est ça. C'est ça. Et comment est ta maman? Je comprends, mais quelles sont les images qui te viennent comme ça quand on évoque ta maman? Elle nous a quittés depuis le mois de décembre 2017. Oui. Et elle a plusieurs livres à son actif de publier. Je dirais une dizaine, pour ne pas dire une quinzaine, je dirais une dizaine, pour ne pas dire une quinzaine de livres. Et mon objectif et mon souhait, j'en parlais avec maman quand elle était encore parmi nous, ce serait que les livres et les thématiques, les sujets qu'elle a abordés soient étudiés en Centrafrique dans le système scolaire. Elle a travaillé comme directrice à l'association centrafricaine du bien-être familial. D'accord. Elle y a passé 13 ans et ensuite elle a travaillé au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. D'accord. Mais parallèlement à sa carrière de fonctionnaire et de cadre dans l'administration centrafricaine, elle a publié et écrit et édité plusieurs ouvrages. Et c'est quoi les thématiques qu'elle traite dans ses livres? Dans ses livres, elle a traité des conditions de la femme centrafricaine, les conditions de la femme centrafricaine en globalité, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan sociologique, sur le plan économique, sur le plan professionnel. Et si tu veux nous résumer, au moins dire quelques mots d'un des livres que toi tu as lu de ta maman et qui vraiment constitue la quintessence de son chef-d'œuvre. On commence par Oisif du Tamarinier. Oui. Voilà. D'accord. Donc ça a eu un succès. Il y en a tant d'autres. Et je précise qu'il y a un film documentaire en cours de réalisation sur lequel j'ai travaillé et c'est moi qui réalise. Oui. Le but de ce livre est de mettre en lumière le parcours et la vie de Jeanne de Chantal Wodobodé. Parce que, à mon sens, elle a inspiré les jeunes filles, elle a inspiré les jeunes femmes en Centrafrique tout au long de sa vie. Et elle a toujours encouragé, incité, poussé les jeunes filles et les femmes centrafricaines à aller très loin dans les études. D'accord. Donc, l'autonomie des femmes par la connaissance, la maîtrise, la prise en compte de la connaissance. Parce que pour ma mère, en tant que femme africaine, en tant que femme centrafricaine ou en tant que femme tout court, il est bien d'être jolie, d'être belle. Mais il est encore mieux d'avoir une tête. Il est encore mieux d'avoir une tête bien faite. Ok. Voilà. Alors la deuxième dame dont tu m'as parlé, nous en avons discuté rapidement. C'est qui pour toi? La deuxième dame, elle s'appelle Georgette Florence Coït de Ballet. C'est une femme centrafricaine, écrivaine également, professeure d'université. Elle a écrit différents livres sur diverses thématiques. Elle a également écrit des livres qui permettent d'apprendre la langue sango, qui est la langue nationale de Centrafrique, et l'anglais. Donc, elle a même des ouvrages qui sont écrits en français et en sango. Voilà, donc deux langues de Centrafrique. Et des livres sur les météorites, parce qu'il faut savoir qu'en République centrafricaine, il y a des météorites. Ah oui, il y a dans certaines régions de la Centrafrique, il y a des météorites. Donc, elle a écrit sur
l'astronomie, l'astrophysique et les météorites, donc notamment les romans et les poèmes pour enfants. Ben oui, pour enfants aussi. Voilà. Et c'est deux figures emblématiques de la culture centrafricaine. C'est ça. Et surtout de l'écriture, de la plume centrafricaine que tu nous fais découvrir avec passion comme ça. Merci, merci Boris. C'est moi qui merci vous remercie. infiniment. Merci. Bonsoir Ramatou. Ramatou Keïta. Qu'est-ce que tu peux nous dire du 8 mars? Eh bien, le 8 mars, je pense que si ça existe, c'est pour nous rappeler que les femmes n'ont toujours pas les mêmes droits que les hommes. Sinon, ça n'existerait plus. Et c'est bien de le rappeler. C'est bien de continuer ces luttes-là. En même temps, moi, je trouve que c'est très important de revenir aussi à nos cultures. Parce que quand même, nous, on est des cultures de matriarcat où la femme a le pouvoir central. Absolument. Et donc, ce pouvoir nous a été enlevé d'abord par l'islam, qui est un patriarcat, et ensuite par la colonisation occidentale, qui est les cultures et la religion chrétienne, qui sont des patriarcats. C'est comme ça que petit à petit, on a grignoté sur notre pouvoir. Mais qui est quand même resté, parce que de toujours ça se voit qu'en Afrique, pour prendre des grandes décisions, on va demander aux femmes. Mais c'est pour ça, Ramatou, quand moi je vois que nos sœurs africaines foncent dans voilà, cette grande tendance aujourd'hui, je suis toujours surpris parce que je me dis, les femmes ont énormément de pouvoir en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés matriarcales. Parce qu'elles ne le savent pas et qu'elles copient l'Occident. D'accord. Et puis que les femmes blanches ont décidé qu'elles vont nous libérer. Ok. Alors que quand on voit la situation des femmes blanches en Occident, franchement... On demande qui va libérer qui. Qui va libérer qui? Moi, c'est ce que je leur dis. C'est-à-dire, déjà, la femme occidentale, elle n'a même pas de nom. Elle naît sous le nom de son père. Quand elle se marie, elle perd le nom de son père, elle prend le nom du mari. Et quand elle divorce, elle change encore de nom. Et quand elle meurt sur la tombe, on sait, voilà, on ne sait même pas la fille de qui c'est. Alors qu'en Afrique, on ne prend pas le nom du mari à l'origine. Oui, sauf que maintenant, pour copier les Blancs, les femmes prennent le nom du mari. Et maintenant, dans 1000 ans, elles vont se plaindre qu'elles veulent porter leur propre nom. Alors que personne ne les a obligées. Voilà. Donc la contradiction est là. Et en même temps, donc voilà, c'est bien de lutter pour la liberté de tout le monde et des femmes aussi. Mais il ne faut pas qu'on oublie nous d'où on vient. Absolument. Et nos acquis. Et c'est ça qu'il faut qu'on reprenne. Il faut qu'on reprenne possession de nous-mêmes et de nos acquis. Au lieu de courir après des gens qui n'ont pas d'acquis du tout. Moi, voilà. J'ai une dernière question, Ken Ramatou. Il y a quand même un petit hiatus dans la transmission de l'héritage dans nos cultures, qui fait que souvent les femmes sont lésées au moment de la transmission de l'héritage. Est-ce que je me trompe? Mais ça dépend de quelle transmission. Par exemple... Notamment la terre. En islam, oui. Un homme hérite 2 fois plus qu'une femme. Oui. Oh, mais c'est l'islam. C'est pas nos traditions. Dans nos traditions. Et dans les terres, alors ça dépend des pays. Dans les sociétés que je connais dans le Sahel, oui. La femme hérite de la terre aussi. Oui, oui, mais pas à proportion égale avec les hommes parce que alors après je me trompe peut-être, hein, mais parce que la peur qu'on a, c'est qu'elle parte avec la terre de la famille et que le patrimoine familial devienne le patrimoine de la famille de son époux. Alors, je ne sais pas à quel moment ça a été introduit, mais c'est sûr qu'il y a que depuis il y a des injustices. Il y a l'héritage, il y a aussi quand une femme perd son mari. Oui, ouais, exactement.
ça ne concerne pas toutes les nations africaines. Non, Il y a des endroits où c'est comme ça. Mhm. Mais pour les régions du Sahel, ce que je sais, qui n'est pas islamique, Mhm. c'est-à-dire c'est comme par exemple pour le nom. On porte le nom du père, mais on hérite par la mère. Absolument. Voilà. Eh Donc oui. c'est-à-dire c'est une division de la société qui est quand même égale. Absolument, oui, c'est On vrai. porte le nom du père, Mais on hérite par par la mère. mère. Donc, vous voyez, ça n'exclut personne. Et pour les terres, il y a les terres, il y a les animaux, Oui, il y a les terres cultivables, il y a les habitations. Il faut voir dans chaque nation comment ça s'articule. d'accord. Mais en tout cas, au départ, dans nos nations, c'était égal. Et quand d'autres cultures sont venues envahir et se greffer, ben, il y a eu... Elles ont imposé leur Par tradition. exemple, la colonisation française dans les pays anciennement colonies françaises, c'est le système français qui a privilégié les enfants dans les écoles, les garçons. Oui, c'est vrai. Parce que nous, de s'instruire, les femmes et les hommes ont droit, les garçons et les petites filles ont droit à l'instruction. C'est ce que les Blancs ont appelé les initiations, pour un peu ne pas dire que nous, on s'instruit, on apprend, ils appelaient ça initiation. Bon, Oui. quand l'islam est arrivé, d'apprendre à lire et à écrire dans les caractères arabes, le Coran et la géographie et les mathématiques et tout ça, c'était aussi bien pour les petites filles que pour les petits garçons. Absolument, dans les manasras, là. Moi, mes parents, ma famille, ils écrivent en arabe, ils lisent en arabe. Alors, les Blancs disent qu'ils sont analphabètes, c'est faux, ils lisent en arabe, ils écrivent en arabe. Voilà. Mais maintenant, c'est le système occidental qui a privilégié les garçons parce que c'est un patriarcat. Parce que chez eux aussi, en Occident à l'époque, Et c'était un patriarcat, les filles n'allaient pas à et les l'école. filles n'allaient pas à l'école ou très peu que dans quelques familles. Alors, donc maintenant, les hommes ont pris le pli d'aller dans les écoles occidentales et les filles ne sont pas allées. Ils ont pris ce pouvoir-là. D'ailleurs, ils ont mené l'Afrique à sa perte, hein, parce que c'est quand même eux qui dirigent jusqu'à présent et on voit la situation du pays. Et maintenant, comme ils ont pris ce pli-là, on a commencé à interdire aux filles d'aller dans les écoles occidentales. Et maintenant, voilà comment l'Occident nous montre du doigt en disant, regardez ces barbares qui empêchent que les filles aillent à l'école. Et c'est eux qui ont créé ça. Donc il faut toujours revenir à l'origine. À la source. Pour voir comment corriger les choses. Absolument. Merci beaucoup, Ramatou. Merci infiniment pour cet éclairage historique qui nous permet de comprendre que pour évoluer, il faut qu'on retourne à la source. Et parce que nous avons beaucoup de valeurs qui peuvent nous aider dans l'équilibre du monde aujourd'hui. Et on a beaucoup à apprendre au monde. Et on a beaucoup à donner et à apprendre au monde. À apprendre, oui. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Rémi. Bonsoir. Nous avons écouté beaucoup de dames. Ouais. Et je vois qu'il y a un homme. Voilà, Ce soir. je suis un peu l'exception. Exception. Et je m'intéresse à vous parce que vous êtes ébéniste. Ouais. C'est-à-dire? Alors, en fait, je réalise beaucoup de meubles pour l'hôtellerie de luxe, pour les décorateurs, Ah ouais. pour les particuliers, pour D'accord. les décorateurs de cinéma aussi, je travaille beaucoup. Ok. Et je fais notamment, dernièrement, j'ai fait notamment des expositions de trônes. Ok. Et donc, dans le cadre de ces expositions, j'ai reproduit le trône de Bokassa, parce que pour moi, c'est un peu le roi des trônes. Ah oui. J'ai jamais vu un trône historique Aussi grand. majestueux, aussi grand. Mais il a marqué, je pense, une bonne partie de l'histoire. Et puis, il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes connaissent la Centrafrique par Bokassa et par son trône, tellement il était majestueux, il était grand. Parce que faut savoir, c'est que le trône, nous, on l'a reproduit à taille réelle et il fait 3 mètres de haut sur 3,50 mètres de large. Waouh!
Oui, c'est énorme. Ah oui? Oui, non, c'est un vrai trône, taille réelle. Donc, c'est un aigle avec des ailes déployées. Ah oui, oui. On l'a reproduit comme à l'identique. Là où il m'a beaucoup marqué ce trône, c'est qu'en fait, l'original a disparu. Enfin, C'est ce qu'on dit. vous voyez, à la chute de Bokassa, en fait, il a été dépouillé de son or. Et en fait, toutes les parties en bronze, parce que à l'original, le trône il est en bronze, nous on Oui. l'a reproduit en bois. D'accord. Et donc, toutes les parties en bronze Mhm. ont été fondues et le squelette, aux dernières nouvelles, est normalement dans la cour du ministère de la Culture à Bangui. Après, je ne sais D'accord, pas s'il est d'accord. toujours là. Voilà. Et donc, nous, Et pourquoi donc vous êtes en train de reconstruire des grands trônes? Quels autres trônes vous ont marqué dans votre travail? J'ai fait des trônes un peu mythiques. J'ai reproduit des trônes mythiques, mais moi je travaille beaucoup les trônes. En fait, c'est pour tout ce qui est mairie, les centres commerciaux qui les achètent pour les périodes de Noël, en trône de Père Noël. Après, je reproduis des trônes pour des personnalités parfois, pour des plateaux télé, pour le cinéma. Et donc, j'ai voulu, pour me faire un petit peu connaître, faire des expos de trônes dans des beaux lieux, dans des châteaux. Et donc, j'ai eu l'idée de faire ce trône de Bokassa. D'accord. Parce que pour d'accord. moi, c'est un peu le roi des trônes. Eh oui, eh oui, Voilà, eh oui. c'est pour ça. Pourquoi les trônes? Pourquoi les trônes? C'est un marché de niche. Alors moi, j'en vends beaucoup en France. Je pense que je suis le plus grand fabricant de trônes, sans s'exagérer. C'est un marché de niche. Il y a très très peu de fabricants qui sont capables de faire des trônes. C'est pas quelque chose, c'est pas un produit. Oui. Après, moi, mon travail, c'est pas faire que des trônes. Hein. On Non, fait mais des bien bureaux, sûr, non, mais, on fait des bibliothèques, des lits, J'ai bien enfin, compris. toutes sortes de meubles. Mhm. Et le trône, c'est un peu un marché de niche. Et moi, j'en vends chaque année pour les périodes de Noël. Enfin, avant les périodes de Noël. Et pour les décorations, ça sert de décoration aux centres commerciaux pour mettre le Père Noël dedans. Ça, c'est ce que je vends le plus en trône. C'est pour ces entreprises. C'est pour asseoir le Père Noël. Voilà. Après, pour les entreprises d'événementiel, quand il y a des soirées, quand il y a des... voilà, ou pour des personnalités, ça m'est arrivé de vendre à des rois, à des princes. Mais ça, c'est très marginal. C'est très rare que je vende. Mais essentiellement, ça va être pour l'événementiel. D'accord. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et si vous avez un message à faire passer, c'est quoi? Intéressez-vous au trône? Alors, le message, c'est que en fait, le trône de Bokassa, il avait été mis aux enchères l'année dernière, en même temps que le scooter de François Hollande. Hein, ça a beaucoup parlé dans la presse. Oui. Et du coup, en fait, il y a eu un acheteur, mais il s'est désisté. Et donc, en fait, l'objectif, en fait, on voudrait ramener le trône pour le mettre au musée Boganda. Et donc, justement, avec le ministère de la Culture pour voir ça, on essaie de voir pour monter une cagnotte aussi. Parce qu'il y a des frais, il y a tout ça. Et nous, l'objectif, c'est de ramener un petit peu la culture, parce que c'est dommage, l'original a disparu. Merci beaucoup. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès.